donc un moment culturel fort qui est soutenu, comme je vous l'ai dit, par le conseil régional, départemental, le ministère de la Culture, la DRAC et la municipalité de Pinmar. Le premier moment de cette journée s'est déroulé à la librairie, la nouvelle librairie L'Atlantide, qui vient d'ouvrir au bourg de Pinmar. Vous avez parcouru l'exposition avant de rentrer dans le hall, là, et nous allons maintenant assister à la projection du documentaire qui sera suivi d'un échange. C'est également avec une certaine émotion que s'ouvre cette séance de projection qui aurait dû se tenir au cinéma Ekmul, à Kériti, qui, comme vous le savez, est fermé depuis plusieurs mois pour des raisons de sécurité liées à la vétusté du bâtiment. Je tiens à remercier ici les agents et les responsables des services culturels et techniques qui travaillent sans relâche sur le nouveau projet. L'événement de ce soir a la singularité de s'investir dans la dynamique culturelle que nous menons ensemble avec les associations, les artistes et les citoyens. Il nous donne l'occasion de rendre hommage à cette dame blanche. Pour ce soir, il faut que nous gardions en mémoire le prolongement de cette rencontre entre la démarche scientifique de cette dame blanche et cette démarche scientifique et la culture, l'art, la mer, les marins, ce que nous vivons ensemble à Pinmar. Et le public que nous avons ce soir, vous, nous, ensemble, je crois que nous allons pouvoir continuer le travail de mémoire, et ce travail de mémoire, mais aussi ce travail de... Question d'écran. Il faut savoir que c'est quand même un moment assez unique en France. Dans toute la France, cette édition est suivie par Images en bibliothèque. Et en Bretagne, c'est la deuxième région de France où il y a autant de projections. Voilà, donc on est quand même fiers de cette particularité, du goût des Bretons pour les documentaires. Et en Finistère, c'est 122 projections, 80 villes, 47 cinéastes qui font des tournées partout sur votre territoire, donc n'hésitez pas à regarder le programme, il y a vraiment des séances partout. C'est le bar du coin, un écran, un petit projecteur qui a été emprunté, des situations de projection pas toujours raccord, parfaites, nickel, mais voilà, un public qui n'a pas forcément l'habitude de venir au cinéma et qui va poursuivre après cette séance aujourd'hui. Et c'est incroyable de voir cette salle. Et je voulais dire deux mots pour ce film de Louise Aymon qu'on a accompagné à la fois au Festival de cinéma à temps fait. C'est la parole à Dominique. Très fière que vous soyez venus. Je voulais juste rajouter que ça fait 25 ans qu'on fait le mois du doc ensemble. Quand le Dagola Galbraith a commencé, j'étais là, j'étais dans la vieille bibliothèque encore, et on a fait le mois du doc dans les conditions où on pouvait faire le mois du doc. Vous étiez souvent là, mais là, vraiment, ce soir, je suis comblée. Vraiment, je suis comblée de vous voir tous pour un film que je pense que vous allez apprécier, qu'on a choisi ensemble avec Roger et Yvon. Et l'enthousiasme d'Yvon, d'ailleurs, m'a complètement soulevée parce que je pense qu'il en a fait plus que moi. Roger a fait le reporter auprès des marins. Voilà, j'ai été très bien entourée. Merci encore, merci beaucoup. Je pense que Gilles, tu as oublié de dire quelque chose. Il a oublié de dire qu'un jour, il y aurait une rue Anita Conti à Pinmar. C'est Raymond qui est là. Bien là. Elle nous parlera surtout de son film tout à l'heure, mais tu peux présenter Aurélie peut-être? Oui, je suis venue avec Aurélie qui a coécrit le projet avec moi. Tu peux venir. Aurélie. Je voulais simplement vous remercier d'être là. C'est très émouvant pour moi, pour nous. Voilà, la figure d'Anita Conti en dehors de Bretagne. J'ai remarqué que personne ne la connaissait et ici, à chaque fois, il y a beaucoup de ferveur. Et du coup, j'ai l'impression que ce film est particulièrement bien reçu et compris quand on l'a montré par exemple cet été à Douarnenez. Donc, je suis très heureuse de revenir en Bretagne, particulièrement dans le Finistère. Et puis, je vous dis à tout à l'heure pour échanger autour du film. Très agréable de
de votre présence. Alors il est vrai que depuis quelques années, depuis sa mort, en fait, les manifestations en l'honneur d'Anita Conti se multiplient un peu partout. Je rappelle pour mémoire qu'il y en avait déjà eu une ici en 2017, en juin, organisée par le Vent des Étaux autour d'un livre de photographie. Et c'est d'ailleurs la photographie qui est le médium autour duquel en fait tout le monde se retrouve. Il y a eu également donc au Guilvinec, dans le cadre du festival L'Homme et la Mer, un hommage qui lui a été rendu. Et d'ailleurs nous remercions les organisateurs de nous avoir prêté, vous savez, les grandes photos que vous avez vues à l'entrée, elles sont absolument magnifiques. Et une exposition de photographie donc sur l'art d'Anita Conti. Hein. Alors, en plus de cette exposition de photos, de nombreuses institutions ont pris son nom. Il y a des institutions essentiellement scolaires. Je sais qu'à Lorient, notamment, un collège s'appelle Anita Conti, et on le comprend parce que les archives sont présentes à Lorient. À Fécamp, le lycée maritime s'appelle Anita Conti, mais peut-être le savez-vous pas, mais c'est à Saint-Guénolé que pour la première fois, le nom d'Anita Conti a été utilisé, et a été utilisé en fait pour le nom de bateau. Et comme beaucoup d'entre vous ne savent pas ce qu'est le port de Saint-Guénolé, n'ont jamais vu la mer, on va commencer par un qui va vous donner peut-être l'idée de ce que ça peut être d'être sur un bateau en rentrant dans le port de Saint-Guénolé. Il était deux propriétaires, je crois. Hein. Oui, il y avait des tiers aussi avec le mécanicien. Voilà, et ils s'étaient mis d'accord sans problème sur ce nom-là. Et Anita Conti, elle avait donné son accord ou bien? Elle a donné son accord parce qu'on la connaissait très peu. Bien sûr. Et elle a donné son accord, il n'y avait aucun problème, mais comme on a dit, c'était une façon de se faire connaître. Alors, t'es obligé, t'as fait non avec la main, donc t'es obligé. Si, vas-y, non mais dis. Non, moi, mon père n'a jamais demandé l'accord d'Anita Conti. Moi, j'ai toujours entendu mon père, il a mis ce nom-là puisqu'il avait bien lu Racleur de l'Océan. Ouais. Il avait été fasciné par cette femme-là. Et comme le nom Racleur de l'Océan avait été déjà donné à un bateau, ben lui, il a dit, je mets le nom de l'auteur. Mais il n'a jamais demandé son agrément. Elle a su après, en fait, Anita Conti l'a su après par des personnes du coin qu'elle avait rencontrées sur Paris, enfin des officiels, qu'elle avait un petit bateau dans le quartier du Guilvinec qui portait son nom. D'accord. Oui, parce qu'effectivement, à cette... À l'époque, ne savait pas, il pensait même peut-être qu'elle était décédée. Ah oui, d'accord. Donc elle était totalement inconnue, c'était seulement le roman qui l'avait rendu célèbre. Et ce roman, pardon, le récit qui l'avait rendu célèbre. Et c'est vrai que ce récit, Racleur de l'Océan, il était dans beaucoup de maisons de marins. Je sais que mon grand-père, on vivait avec mes grands-parents à l'époque à Saint-Guy, mon grand-père l'avait parmi les livres qu'il possédait, et c'est vrai que le nom d'Anita Conti était, par Racleur d'Océan, extrêmement connu auprès des marins. Mais c'est vrai qu'il y avait un autre bateau, Racleur d'Océan, et on a de la chance d'avoir le dernier patron ici. Tu peux nous dire quelques mots, Pierrot? Viens, Pierrot. Oui, c'est moi. Voilà, donc tu as été le... Voilà, on a le Racleur d'Océan. Alors ça, c'est une photo beaucoup plus récente. Hein. Je vais remonter un peu le temps, là. Pour Madame Anita Conti, là, on avait déjà des échos d'elle. De l'époque, elle était sur les Marutis, bien sûr, ancien modèle. Moi, j'ai connu des gars qui routaient sur ces chalutiers, là. C'est classique, là, dans Terre-Neuve, là. Et on a entendu parler d'elle, quoi. Parce qu'elle a navigué avec eux. Bien sûr. Vous avez des photos des marins chez nous. Oui, tout à fait, ouais. Et comment on peut expliquer que les marins de Saint-Guénolé, qui sont toujours en avance, bien sûr, mais comment c'était eux, plutôt que ceux du Guil ou de Concarneau ou Tournenay, qui est donné? C'est pas étonnant, voilà. J'attendais, Pierrot, la réponse. Non, c'est pas étonnant, bien sûr. Et alors, quel genre de pêche on fait? J'ai oublié de signaler qu'ici, c'est depuis le Bigoulin. Ouais.
Et quel genre de pêche en fait tu faisais avec le racleur alors? Parce que tu étais patron en quelle année alors 72, je crois. 72? Je suis le dernier, quoi. C'est le dernier, ouais. Parce qu'après, il a été vendu. Il a été vendu pour Concarneau, à l'époque, il faisait juste la saison de thon. Ah oui, d'accord. Mais toi, tu faisais le thon aussi avec, de toute façon. Oui, chalut le thon. Chalut et thon, ouais. Ben, c'est ce qu'on faisait à la pêche au large. Oui, oui, tout à fait, ouais. Et à la côte également. Ouais. Sauf pas le thon, quoi. Ouais. Oui, parce que le bateau donc appartenait à l'armement Savina, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissaient. Et donc, c'est en 1958, effectivement, qu'il a été lancé. Oui. Et je parlais avec Claude Savina, qui a été également patron de Mousse. Avec le racleur, parce que voilà. Le premier patron, c'était Jean Savina. Jean Savina, ouais. Qui était cousin à Eugène et Jacques. Voilà. Et donc Claude me racontait qu'ils ont fait en sorte de venir à Pama pour la première fois le jour du 15 août 1958, le jour du Pardon de la Joie. Parce que c'était, vous savez, la grande fête locale, le Pardon de la Joie, et ils se sont arrangés pour arriver effectivement à ce moment-là. Ouais. Et après, c'est Nona qui a... Nona Lenours qui après a commandé le bateau. Ouais. C'est ça, ouais. Qui était associé avec les frères Savina. Voilà. Ouais. Une durée de vie quand même assez importante. Je crois qu'il est le dernier navire qui a été construit, c'est aux années 80. Ouais, c'est le Nestlé d'Allard. Ce qui est intéressant, c'est en plus un nom breton. Les v'là, comment tu dis? Le patron Albert, c'est le... Oui, Albert Buanic, c'est le monsieur qui a la casquette de marin. Ils étaient associés. Ouais. Louis Gallec est à gauche, non? À gauche, ouais. Ils étaient à l'âge de la retraite, quoi, de toute façon. Et il n'y a pas eu, en fait, de reprise. Je crois qu'au départ, c'était d'ailleurs Léon Gléane. Qui a fait le chantier, là. Ah, c'est ça, hein, Léon Gléane. Et Albert travaille chez Léon. Voilà. Et Louis aussi. Ah ouais. Ouais, il les construisait dehors, effectivement. Ouais. Ah oui, à l'époque, oui. Il n'y avait pas de hangar. Il n'y avait pas de hangar comme il y a maintenant. On continue. Non, c'est plutôt sur les années 66-67, je crois. Ouais. Et bon, là, on voit pas le titre, mais je me rappelle très bien que j'étais jeune à ce moment-là, forcément. Puis c'était marqué dans le titre. La photo, c'était marqué famille nombreuse à bord de l'Anita Conti. Ah ouais. Ah oui, donc tu la connaissais, Joël, la photo. Ah oui, d'accord. Ah oui. J'ai fait qu'à ce moment-là, pratiquement dans chaque bateau, il y avait un chien. Oui, ça c'est une Voilà, réponse. c'était pas un chien, c'était une chienne. Ouais. En l'occurrence. Il se fait que la chienne est vivante en mer d'Irlande, en pleine marée. Ouais. Il y a eu que 7 ou 8 chiots. Ce qui fait que quand le bateau était entré de Saint-Marie, le photographe, le reporter de Télégramme était venu photographier. C'était Gustave? C'était Gustave Téphan. Gustave Téphan, ouais. Et en fait, les animaux comme ça, chien ou chienne, c'était simplement c'était des porte-bonheur, c'était... C'était des couteaux, même. Des couteaux. Il y avait beaucoup de chiens dans des bateaux. Alors, Pierrot peut le dire. Oui. Il y en a plus maintenant, si? Il y en a toujours, c'est vrai? Alors, bon. Effectivement, ça explique qu'il n'y a plus de chiens. Et Pierrot, peut-être que Pierrot peut servir. Il y a eu des toilettes
Ah oui, à bord du bateau. Oui, Les toilettes avaient été mis dans le gaillard à l'abri. Ah oui, bien sûr. Avant, il n'y avait pas de toilettes. C'était peut-être innovant. Oui, tout à fait, ouais. Donc, qui est un moment dramatique, tu peux, Joël, nous en parler Un grand point noir dans ma vie, dans l'année 70. Donc, le bateau faisait route de pêche normal, le temps était beau, j'ai vu qu'il était moyenne, et puis, fait que, bon, je sais pas ce qui s'est passé, il m'a toujours dit qu'il s'est rentré en collision avec un cargo hollandais, et puis ça n'a pas fait une minute, un bateau de 200 mètres sur un bateau de 17 mètres en bord, il a coulé en quelques minutes, quoi. En 5 minutes de bateau, et puis l'eau. Il a eu le temps de sauter dans le bombard, quand même, c'était bon, la dernière chance. Le cargo, il s'était rendu compte qu'il avait heurté quelque chose, il avait fait demi-tour, il avait récupéré l'équipage. C'était la fin de l'histoire. Ouais. Et donc là, tu peux nous dire en fait qui sont les hommes d'équipage qui se retrouvent. Il y avait toujours Ça, c'est mon père. C'est ton père, ouais. C'était mon père, Santano. Personne, là, je ne le reconnais pas. Après, il y a Francis Bonnac qui était d'ailleurs tout à l'heure sur la photo de la famille nombreuse, là. Après, je pense que ça, c'était René Gosselin, c'était un Boulonnais. C'était un marin de Boulogne, et il avait voulu quitter, bon, il a eu des histoires avec sa famille, il était venu naviguer à Concarneau, parce qu'à savoir qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de crier à Saint-Guénolé. Et à savoir que ce gars-là, il s'appelait René Gosselin, je l'ai très bien connu, il a fini sa vie en Irlande. Parce qu'à ce moment-là, les bateaux fréquentaient beaucoup l'Irlande, ils allaient en relâche, à l'abri du mauvais temps, ils fréquentaient les ports irlandais. Et ce gars-là, il avait été fasciné avec l'Irlande, les ports irlandais, il est parti définir sa vie là. Oui, il y avait des bombards déjà, des bateaux. Parce que la traversée de l'Atlantique de Bombard, c'est 53, je crois. Et au départ, il y a eu beaucoup de discussions sur... et je sais que les marins de Saint-Gué, là encore en avance peut-être, ont été parmi les premiers à utiliser des bombards. Je me rappelle que mon père me parlait de ça, effectivement. Ouais, là, il y a toute une histoire là-dessus, parce que... on a dit que les bombards... Bon, chavirer, ça ne veut pas dire couler, hein. Le bombard chavire, il coule pas, hein. Et d'où le drame, le canot de sauvetage d'Etel était sorti pour essayer de porter assistance à un bombard qui était peut-être en difficulté dans son bombard. Et il se fait que le canot de sauvetage d'Etel avait pris un coup dans son hélice. Il avait engagé son hélice et il a été pris dans les rouleaux et le bateau, il avait chaviré également. Et là, il y a eu des disparus. Anita Conti, c'est celui que tu as construit. Là, il y a une photographie de la famille à Concarneau en août 1985. Parce que c'est vrai que construire un bateau, c'est aussi, je dirais, une entreprise, je dirais, familiale. Ça faisait partie des grands rites de cette époque, et là donc il y a toute la famille qui est au pied du bateau. Le monsieur à casquette, c'était mon oncle, qui s'appelait Jean-Stéphane. Bon, c'était un vieux marin de Saint-Guénolé ici. Bon, il a fait sa carrière sur les bateaux à Saint-Guénolé. Il a dû mourir en 87, si je me souviens bien. Donc il a connu pendant 2 ans Anita Conti. Au départ, il m'a donné un coup de main à faire le matériel de pêche pour l'armement du bateau neuf. On a dû faire 4 chaluts neufs et lui, il participait à la confection des chaluts. Elle était obligée de dire. Debout. Non, mais comment vous dire, enfin, quand Joël a construit son bateau, donc il avait décidé de remettre le nom Anita Conti à son bateau. Et là, on était fin juillet, on avait un repas de famille chez ma mère. Et on discutait comme ça pendant le repas. Et puis j'avais un de mes cousins qui était là et qui a dit, mais pour la première fois, Anita Conti n'a pas su qu'il y avait un bateau qui allait porter son nom, mais cette fois-ci, on va la contacter. Et on savait qu'elle était rattachée au musée océanographique à Monaco. Et donc mon cousin, ni deux, a téléphoné au musée océanographique à Monaco, qui a bien voulu nous donner ses coordonnées
sur Paris, notamment rue de Rivoli, où elle avait son appartement. Et dans la foulée, on a raccroché, mon cousin a appelé rue de Rivoli à Paris. Et qui était en instance, qui allait partir, elle dit j'allais fermer la porte, je partais. Parce qu'elle n'était jamais chez elle. Et là, elle a dit, mais on était fin juillet, elle dit ah non, le 1er août, je ne peux pas être là, je ne peux sûrement pas être à Concarneau le 1er août. Mais quand est-ce que c'est une inauguration? En septembre, je cale la date et en septembre, je suis là. Et du coup, elle avait quand même monté toute la presse locale pour que je ne sois pas là. Et donc, elle nous avait dit à ce moment-là, je serai là pour l'inauguration, et elle était bien là. Elle a pris le train jusqu'à Quimper, on est allé la chercher au train. Ah ouais. Et, donc elle est venue seule en fait. Elle est venue toute seule. Ah ouais. Ma tante avait été la chercher au train, et puis l'avait hébergée, enfin bon. Ouais. Non, parce donc que... on a eu la chance de la connaître. Ah, oui, tout à fait. Ouais. C'est une chance, maintenant, ouais. c'est... Non, parce qu'elle était déjà... Elle avait 86 ans, quoi. Et elle montait à bord comme si... elle avait encore le pied à l'air. C'était incroyable. Et je crois même qu'elle vous avait demandé... Et elle est restée, ouais, je pense que une semaine, je pense que non, enfin plutôt 3 jours. Ah ouais. Elle était vraiment une femme simple, gentille, voilà. Pleine d'énergie. Pleine d'énergie. Joël, jusqu'à quand tu es resté donc Voilà, moi je suis aussi partout du bateau jusqu'en... Ouais, ben je peux dire que bon, j'ai fait quand même une bonne partie de ma carrière sur ce bateau-là, parce que bon, je l'ai pris en 85 et j'ai dû finir ma carrière en 2021, février 2021, donc ça doit faire plus de 35 ans que j'ai... j'ai fait une bonne partie de ma carrière là-dessus. Et donc après le bateau tu l'as vendu et... Donc le bateau, bon bah l'âge de la retraite a sonné, bon bah j'ai même fait tout ce que j'aurais dû faire. De ces 40 ans, bon je veux dire que c'était quand même un bon bateau quoi. Il est comme la photo. Ouais. Il n'a pas changé. Il était au port, ça fait quelques jours là. Bah, en tout cas, Joël, merci merci à la famille Tano et puis à Pierrot pour cette évocation. Donc, tu peux en dire un mot là, effectivement, Joël, parce que là. Oui, bon ben, Madame Anita Conti est décédée en décembre 97. Ouais, 97. Et c'était un soir de Noël, là, le 24 décembre 97. Et bon, ben après, on avait été sollicité pour aller jeter des cendres à la mer en baie d'Ornay, parce qu'elle a fini ses vieux jours à Dornay. Elle était à Dornay depuis le début de l'été, voilà. Donc on avait été appelé avec la famille si on aurait pu jeter des cendres à bord de l'Anita Conti. Bon, ça a été, ça a été un honneur comme de le faire. Ah oui, certainement. Puis on avait rencontré plein de gens, ça avait été très intéressant parce qu'il y avait plein de gens de marins qui s'étaient déplacés, les marins de Fécamp, avec qui Anita Conti avait navigué. Et ils s'étaient déplacés pour la dispersion des cendres à la mer. Donc on avait connu des personnes très intéressantes de Fécamp. Entre autres, Jean Rocher qui a fait un grand livre, il a fait le livre Le Grand Métier, c'était un super livre. Ouais, Le Grand Métier qui est paru en 77 dans la collection Terre Humaine chez Plomb. Donc c'était un patron pêcheur, puis Anita Conti a navigué beaucoup avec ses galops. Donc lui s'était déplacé aussi ce Jean Rocher, donc il étant pas seul avec Beau, c'était vraiment exceptionnel, un grand moment. Et donc là, ce sont des proches d'Anita Conti qui sont sur ton bateau? Oui, il y a beaucoup là, sur l'arrière. Bon, il y a sûrement les gens de l'équipage. Il y a André Lebert aussi. Autrement, sur l'arrière, c'est beaucoup la famille d'Anita Conti. Oui, c'est ça, voilà. C'est peut-être une coïncidence qui n'est pas merveilleuse, entre autres, mais à savoir que cette nuit-là, le 24 décembre 1997, il y avait la mort d'Anita Conti, et il y avait le naufrage d'un d'ancien bateau de Saint-Guénolé, qui a été perdu en mer des Landes, et malheureusement, ça fait 5 victimes, il y a eu 5 disparus. Et ce bateau-là, il s'appelait le Toulon Trace, quand il a fait naufrage, et c'était un bateau de Saint-Guénolé qui s'appelait le Gianco.
Ah, j'y encore, oui. Il avait été vendu à Camaret, il avait appris sous ce nom, le tour d'entrée. C'est une coïncidence un peu, il y a un bateau de Saint-Guy qui est mort la même nuit que... Pour terminer, c'est donc le chantier des Charpentiers réunis lors du lancement du dernier des bateaux, le Lesné d'Avar, laisse-les dire, en 1986. Donc un chantier qui a œuvré pendant exactement 30 ans. Voilà, à l'époque. Autre geste avantageux que celui de tuer. Tuer seul est rentable. Un bateau et ses hommes, seuls sur la mer, avec une passion en soi, tenace, rongeante, la passion de conquête. Un tel bateau, c'est une force, et chacun s'épanouit de cette force. Nous sommes hantés de son goût féroce, nous, ceux du large. En elle-même, par elle-même. Madame, il faut nous sortir de là parce que ça va mal. L'équipage est enragé. Il y a des concurrents qui sont à 200 000 de nous, ils pêchent beaucoup. Leurs cales s'emplissent, nous ne pêchons pas. Et moi, je sais, d'après mes informations notées sur mes carnets, que les courants seront bons d'ici très peu de jours, d'ici 2-3 jours peut-être, on va les avoir, les morues. Mais il faut calmer l'équipage. Alors j'ai une idée. En ce moment, nous pêchons des apocales. C'est le requin des mers froides. Et quand il y a des apocales, il n'y a plus de morue. Et le capitaine m'a dit, voilà, le prochain apocale qu'on pêche, vous allez rentrer dedans, c'est la belle qui va être avalée par la bête. On va prendre le cinéma et je vais vous délivrer. Le capitaine demande au second de l'équipage, le second arrive avec un grand coutelas, on a vidé la bête comme un magasin, puis 2 hommes m'ont pris sous les bras et m'ont hissé et entré dans le requin. Mais à ce moment-là, le bateau a roulé un peu plus fort, la fente s'est rouverte et on roulait du navire à pleine volée, les 4 fers en l'air. J'ai été balancé à 400 mètres et étalé sur le bois du pont parmi les morues, glissée, couverte de sangouin, parce que tout ce qui était dans l'intérieur de la bête m'avait dégouliné dans les yeux. Alors, je me relève et moi, puisque j'étais de service pour le cinéma, je souris. Mais imaginez un monstre couvert de sang, couvert d'huile et de saloperies variées, souriant devant 40 hommes qui attendaient le tableau. On a changé un peu de lieu de pêche, on a ramené 5 tonnes de morue, tout le monde était content. faisait des notes sur comme des petits post-it, et donc il y avait des milliers. Donc voilà, un gros travail quand même de recherche. Et ce travail vous a pris beaucoup de mois C'est difficile quand tu fais du tabou de parce que vous faisiez autre chose entre temps. Oui. Oui, voilà. Y compris Louise a fait une pièce de théâtre. Oui, en fait, ça a commencé en 2016, donc ça commence à dater. Au début, il y avait ce projet, j'ai rencontré Laurent Géraud-Conti. Au départ, j'ai fait une étape de travail qui était un ciné-concert. Donc on voyait les archives avec la musique que vous entendez, des ondes Martenot, qui étaient jouées en live, et une actrice qui lisait avant des extraits du texte. Le premier instrument électrique de l'orchestre, en fait, c'est un instrument du début du siècle de 1900, qui est en fait un clavier qui se joue et qui a été inventé par Monsieur Martenot. Donc ce sont uniquement des ondes radio. Donc c'est faire de la musique avec des ondes radio. Et en fait, j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. On a essayé justement, c'est le ciné-concert qui nous a permis de tester si on voulait travailler ensemble après sur le film. Et ce que j'aimais, c'est que c'était une musique qui n'était pas du tout romantique.
qui n'allait pas venir romantiser, qu'elle était âpre et qu'elle accompagnait cette dureté et en même temps elle pouvait être onirique ou cauchemardesque, mais en tout cas elle n'allait pas effacer les images ou les gommer, elle accompagnait le regard. À la fin, quand les images, dans les dernières secondes et au générique quand il n'y a plus d'images, on a fait revenir un enregistrement réel du son de la mer parce que je trouvais qu'il nous manquait tout le long et que voilà, il fallait qu'il revienne à la fin. Il était contenu comme compressé dans sa musique. Donc voilà pourquoi ce choix. Par exemple, ce que vous, en tant que marin, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez un film comme ça, Joël? Ce que je ressens, moi je tire mon chapeau à ce qu'elle a fait parce que il faut avoir un sacré caractère pour partir pendant 3 mois ou 4 mois dans des conditions comme ça, et à savoir que dans les bateaux autrefois il n'y a pas le confort qu'il y a maintenant. Hein. C'était vraiment très sommaire, hein. Donc partir comme ça, surtout dans les milieux masculins, il faut avoir du cran. Il faut être très très courageux. Oui. Tendre par rapport aux hommes d'équipage et des photos d'une beauté incroyable. Ouais, elle les aime. Et oui, elle regarde beaucoup les jeunes, les très jeunes mousses. Et le cadre, c'est incroyable. C'est vraiment ce que tu disais, c'est un cadre de cinéma. Et je me suis demandé quelquefois si vous... Non, j'imagine que non. Vous n'avez pas recadré. Jamais. Non. La ressource de la morue, on pêche plus de morue, mais à Terre-Neuve, il n'y en a plus. Et malheureusement, elle a raison, on est allé un peu trop loin, enfin du moins les marins pêcheurs qui ont pêché là-bas à Terre-Neuve. À partir des années 90, le Canada a été obligé de prendre des mesures draconiennes, c'est-à-dire empêcher et interdire la pêche de la morue à tous les navires de pêche du monde entier. Il faut savoir qu'il y avait... J'ai fréquenté pendant longtemps le port de Saint-Pierre-Miquelon. Je peux vous dire que le nombre de bateaux qui existaient à l'époque, c'était inimaginable. Il y avait les Portugais, bien sûr, mais il y avait aussi l'armement Le Borgne de Saint-Pierre-Miquelon, de Saint-Malo, et d'autres compagnies de navigation. Il y avait même des Coréens qui venaient jusqu'à pêcher la morue dans les eaux de Terre-Neuve. Bon, à partir de 1980-90, le Canada a interdit la pêche. À juste raison d'ailleurs, parce que c'était fini, il y avait pratiquement plus de pêche. On a maintenant un petit territoire, une zone de pêche qui s'appelle la zone 3PS, dans le sud de Saint-Pierre-Miquelon. C'est tout ce qui nous reste comme autorisation pour les marins pêcheurs de Saint-Pierre-Miquelon, pour que la pêche soit plus réglementée. Parce que avant, si on avait continué avec simplement les doris et puis la pêche à la ligne, on pêchait des morues qui faisaient 1,50 m, 2 mètres de long, hein, mais là, aujourd'hui, c'est plus possible. Alors, il n'y a plus d'encornets, il n'y a plus de morues, il ne reste plus grand-chose à Saint-Pierre-Miquelon. Alors que c'était un port très prospère dans les années 60. Ouais. Combien de tonnes, à votre avis, de morues rapporte le Bois Doré après une campagne comme ça? 1 millier de tonnes? Oh non, pas 1 millier, non. Non, je ne pense pas qu'il y ait 1 millier. Mais j'ai lu le livre, je l'ai d'ailleurs, le livre où les photos que vous avez montrées, qui ont été faites par le fils adoptif d'Anita Conti. Ouais. Donc il avait fait, les photos que vous avez montrées dans le film sont les photos qui apparaissent dans le livre qu'il a écrit dans les années 1990. Ouais, on voit le bois doré. C'est à la fois cette tendresse qu'elle avait pour les marins, mais aussi les conditions de vie, les conditions de travail, et le fait que quand vous dites on a trop pêché, c'est une certaine pêche qui a trop pêché, et c'est pas... Enfin, elle ne condamne personne, elle, mais elle explique qu'en fait, c'est la pêche industrielle, le rapport à la ressource qu'on croyait inépuisable, mais qu'elle savait déjà épuisable dès les années 30, puisqu'elle l'écrivait dans les articles, et qu'elle posait cette question. Donc c'est ça aussi, cette complexité que Anita a très bien rendue, à la fois dans son écrit et dans ses images.
Sur les archives de Lorient, vous pouvez tous y aller, hein, www.archives Lorient, et on peut voir toutes les photos d'Anita Conti, toutes les photos qu'elle a fait sur une dizaine de bateaux, je crois. Donc il y a le Bois Rosé, on les voit, et le Viking, enfin tous les bateaux sur lesquels elle a embarqué. Vous pouvez consulter toutes les photos qu'elle a fait. On a même découvert, moi j'ai tout regardé avant, j'ai même découvert qu'elle avait porté la coiffe bigoudaine ici. Je sais pas qui lui a mis la coiffe, mais il y a une photo d'elle en bigoudaine. Enfin. Vous pouvez regarder beaucoup de films d'archives filmés par les marins, les films d'Anita Conti. Et pour répondre à ta question, oui, c'est à la fois un travail d'étude des espèces et des poissons, mais aussi de l'halieutique et du fait de... C'est une des premières à regarder en fait et à filmer et à observer les travailleurs de la mer. Elle était assez obsédée par la question de nourrir tout le monde, et donc elle a beaucoup réfléchi sur l'élevage, la question de l'élevage des poissons en pleine mer. Elle a aussi ouvert une pêcherie à requins pour en extraire les foies, et, parce que c'est plein de vitamines, et pour pouvoir nourrir voilà, les populations africaines. Il me reste la dernière chose à vous dire. Vous verrez qu'à la sortie sur la gauche, il y a un petit bateau de la SNSM. Voilà, vous savez pourquoi. Ce sont les partenaires de cette soirée également.